En manchette aujourd'hui, élection, la parole aux électeurs lundi. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information du 30 septembre. Passe. Donc, bonjour à tous. Ce que je voulais vous dire, c'est le présent bulletin est une édition spéciale d'une durée d'1 heure, la dernière, avant le scrutin provincial de lundi. Donc, les élections provinciales auront lieu lundi prochain et dans un premier temps, CTRB vous présente une dernière candidate, puisqu'on a fait le portrait des autres candidats qui ont bien voulu répondre à nos questions. Donc, Mme Claire Aubin est candidate pour le Parti Climat Québec. Ce parti a été fondé par, on le rappelle, Martine Ouellette, ancienne députée et ministre dans un précédent gouvernement et ancienne chef du Bloc québécois. On parle donc d'un parti indépendantiste axé sur l'environnement. Mme Aubin est venue nous parler de sa venue en politique et des propositions de son parti, des propositions qui, évidemment, proposent aux électeurs différentes options. On l'écoute. En compagnie de Mme Claire Aubin, qui est candidate pour Climat Québec. Hein, c'est bien ça, je dis de la bonne façon, le parti. C'est un nouveau parti qui a été fondé, je crois, cette année, en 2000, par Mme Martine Ouellette, qui a déjà été chef du Bloc québécois, qui était militante pour le Parti québécois. Et aussi une ancienne ministre des Ressources naturelles. Des Ressources naturelles. Donc, c'est une personne qui connaît le milieu et je pense qu'il croit justement, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on vit présentement, des changements climatiques et tout. En premier lieu, Mme Aubin, vous êtes d'accord, on va parler un petit peu de vous. Tantôt, on s'est parlé, vous êtes de Sainte-Béatrix, mais à l'origine, vous êtes de Montréal, vous avez œuvré dans le, on peut dire coaching, la formation, des choses comme ça. Oui, si on peut dire, oui, c'est en consultation, génie logiciel, dans les systèmes d'apprentissage, parce que ma formation à moi, initialement, elle est dans l'andragogie, donc l'éducation pour adultes. OK. Et puis là, j'ai navigué dans ce secteur-là, et ensuite plus dans le génie logiciel, pour faire en sorte qu'il y ait des systèmes d'apprentissage qui utilisent l'informatique. OK, d'accord. Donc, on était dans cette période-là, on était vraiment dans l'apprentissage, comment fonctionnent les systèmes, et on créait des formations ou de l'aide, parce qu'on n'avait pas, ça ne s'apprenait pas sur les bancs d'école. On parle de 15 ans, 20 ans, c'est tout nouveau, là, c'est pas quelque chose qui est social. C'est un domaine d'avenir, l'avenir m'intéresse. Déjà, ça, et l'éducation aussi, la diffusion de la connaissance, c'est ce qui m'a projeté dans ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes à Sainte-Béatrix, c'est bien ça? C'est ça. J'étais donc à Montréal, j'étais une bonne urbaine et j'ai changé de métier complètement pour m'installer comme dans une pratique artistique. Il y a, donc en 2009, ça fait près de 15 ans maintenant. C'était quoi l'étincelle? Le village, la place, parce que Sainte-Béatrix est très reconnue pour avoir un milieu artistique et culturel fort. Oui, ben, j'espère que j'ai contribué un petit peu à ça aussi, mais c'est un endroit de villégiature qui est assez extraordinaire, il y a beaucoup de lacs, et puis tout alentour, comme dans le comté dans l'Anaudière, il y a beaucoup de parcs régionaux. Et c'est vivre dans la nature. Alors, moi, ça m'a beaucoup rapproché comme artiste. Ça m'a beaucoup nourri, ça me nourrit encore beaucoup. Et j'ai aussi participé avec des citoyennes, des citoyens et des artistes, essayer de les rassembler pour qu'il y ait des expositions, pour qu'il y ait une pratique artistique qui se développe. Et en même temps, une meilleure connaissance de notre milieu. Parce que tout ça, c'est fait en plein air. Ça se passait au parc des Chutes Montapin-Médal. On connaît bien ça, oui. Oui. Et puis, il y a 3 municipalités alentour qui participaient à ces expositions qui ont duré quand même 5 ans avant que je quitte pour autre chose.
Moi, j'ai toujours été dans la militance. J'ai milité beaucoup comme féministe. J'ai milité dans le parti indépendantiste. Oui. Et j'ai milité pour l'écologie. Alors, c'est des trois... C'est vos trois mantras, là. Oui, C'est vos trois mantras. Parfait. Et votre décision de se présenter pour la prochaine élection ici, qui va avoir lieu le 3 octobre, pour le Parti Climat Québec, c'est que vous avez analysé les plateformes. Qu'est-ce qui a amené à prendre cette décision d'aller vous joindre à Mme Ouellette? Bien, c'est la force de conviction de Martine Ouellette qui... il y a aussi la décision de passer du militantisme à être active au sein d'un parti. Quelle est la différence? Je découvre beaucoup de choses que je ne connaissais pas, mais je connaissais Martine Ouellette et de réputation, tout à fait personnellement, mais quand même, je l'ai suivi un peu dans tout le développement du mouvement indépendantiste. Dans son cheminement. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai trouvé que son idée était audacieuse et elle avait plus de vision, je dirais, radicale relativement à la situation climatique que l'on vit en ce moment, qui s'approche de plus en plus d'une catastrophe. Oui. Alors, mettant de l'avant des propositions telles que mettre l'indépendance du Québec comme étant un facteur super important pour pouvoir, nous, avoir un pouvoir sur notre avenir Notre écologique. vie, oui. Pour moi, ça tombait dans le sous-sens. OK. Voilà. Donc, c'était évident pour vous d'avoir ça. Ouais. Et les propositions climatiques, bien, avez-vous des choses que vous voulez nous partager? Que vous dites, Martine, oui, elle me rejoint, vous demeurez à Sainte-Béatrix, beaucoup la nature, on vient de vivre encore là des ouragans, on parle des îles de Madeleine, l'érosion des berges, plein de choses comme ça. Vous les nommez là, des exemples, je pense que tout le monde a soulevé un peu les débats là-dessus. C'est vrai que maintenant tout le monde en parle, mais ça a changé d'allure en très peu de temps. Dans la campagne, au début, on n'en parlait pas tant que ça, puis là, tout à coup, c'est devenu... Le sujet du jour. Oui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est parce que les gens sont plus informés des catastrophes comme il se passe en ce moment, des grandes chaleurs, des grands froids, des migrations qu'on appelle maintenant, on va parler de réfugiés climatiques. Oui. Ça bouleverse la planète au complet. Et puis là, je pense que les gens commencent à le ressentir. Ceux qui voyagent un peu, puis qui se rendent compte avec la pandémie qu'on ne peut plus voyager. Ouais. La pandémie, puis les problèmes climatiques, il y a un lien à faire, hein? Alors, avec des problèmes de la santé aussi. Ouais. Alors, moi, depuis que j'étais à Sainte-Béatrix, il y a beaucoup de lacs. Ouais. Ma première prise de conscience, ça a été, il y a du myriophylle dans le lac chez nous. Il commence à y en avoir partout. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, on a créé une association du lac Miro. Et puis là, on s'est joint à d'autres associations des bassins versants. Et puis là, pour se rendre compte finalement qu'on a un ministère de l'Environnement au Québec, puis il y en a un autre au Canada. Puis on essaie de faire se rejoindre ces gens-là pour... De se parler, puis ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. Et il n'y a rien qui se fait, vraiment rien. Alors ça, c'était un peu... j'aime pas me retrouver dans des situations comme ça. Pas avoir de réponse. Ou est-ce qu'on est incapable C'est ça d'abord. d'agir. Donc, c'est pour ça, toute votre implication, toute Oui, votre chose, c'est ça. Est-ce qu'après le 3 octobre, vous allez continuer encore de vous impliquer? Vous avez comme objectif d'être encore plus présente puis de parler de ça, d'environnement et de tout? Oui, parce qu'en environnement, c'est vraiment... c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher. L'environnement ne nous lâchera pas. Oui, c'est ça. Il faut essayer de prévenir, il faut essayer de trouver une façon de stopper les problématiques qu'on a, là. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'il faut livrer les connaissances relativement à ça. Parce qu'il y a encore trop de gens qui s'imaginent que c'est juste, ça s'est passé il y a quelques années.
on les appelle les climato-sceptiques. Ben, c'est une question d'éducation. Vous me parlez de temps d'éducation. Ben, vous faites oui. Vous pensez que c'est de l'éducation. C'est pas juste les mettre en évidence. Il faut leur faire apprendre. Autrement dit, qu'est-ce que vous me dites? C'est pas juste dire coupe ton VUS, coupe ton gros pick-up, tu vas dépenser moins. Exactement. Tu vas essayer d'éduquer pourquoi on fait ça, puis c'est quoi qui s'en vient, puis que l'urgence c'est plus là. C'est ça, on a des gestes individuels à poser, on a des gestes collectifs, mais à un moment donné, un parti qui est au pouvoir doit faire des choses plus. Des lois, doit interdire certains comportements des usines. On a vu avec on en entend, oui, c'est ça. Oui. C'est encore un des sujets, là, quand on parle de la Rouen-Noranda, on est conscient qu'il se passe des choses comme ça. C'est ça, à Rouen. Et puis, les transports collectifs, ce sont des choses à mettre en place. Donc, vous pensez que le gouvernement devrait être plus, je ne sais pas, je ne vais pas dire le mot ingérant, mais d'être plus en avant de l'apparat et de dire advienne que pourra, moi je le fais pour le bien de la collectivité. Oser prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement populaires, mais qui sont nécessaires. Je ne sais pas si Ça rejoint beaucoup ce que je tente de dire. Et ce gouvernement, s'il n'est pas un pays, malheureusement, il ne peut pas avoir tous les leviers pour agir. Alors, mettre ces deux impératifs-là ensemble, ça m'apparaît une bonne idée, comme dirait certains. Non, mais c'est bien, non, c'est bien. Ouais. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu présenter votre opinion, vos propositions, vos choses, puis on va vous suivre sûrement par les prochains mois. Je vous remercie beaucoup de votre invitation, ça a été bien agréable. D'accord, mais je vous remercie, madame. Merci. Tout au long de cette campagne électorale, CTRB a offert du temps d'antenne à tous les principaux candidats. Dans Berthier, on rappelle ou on souligne que le candidat du Parti libéral du Québec, Hassan Abdallah, on lui a aussi offert du temps d'antenne, mais qu'à aucun moment on a eu des réponses à nos invitations. Donc, le Parti libéral a été complètement absent de cette campagne électorale si on exclut les affiches sur quelques poteaux plantés dans le comté. Donc, c'était souligné à ce niveau-là. Chaque candidat des principaux partis a eu droit même à 2 entrevues, une pour mieux connaître le candidat ou la candidate, une autre pour connaître la politique de son parti. Certains ont profité davantage de notre temps d'antenne puisqu'ils ont répondu présent plus souvent, d'autres un peu moins, mais quand même, ce fut une très belle campagne au niveau médiatique. Les candidates ont été très respectueux envers les uns et les autres, c'est à souligner. Donc, en ces derniers milles de la campagne électorale, nous avons eu une dernière rencontre avec Amélie Drainville, qui se présente pour Québec solidaire. Madame Drainville nous parle des propositions de son parti en ce qui a trait au CLSC. Je suis en compagnie d'Amélie Drainville, candidate pour Québec solidaire. Amélie, aujourd'hui, tu veux nous entretenir de CLSC 24/7. Est-ce que tu peux nous parler, c'est quelque chose que tu veux ici pour la région, parce qu'on sait que c'est très difficile d'avoir justement accès à des soins de santé et encore là des soins psychologiques. Là, je pense qu'on a justement entendu ce qui s'est passé cette semaine. Ben oui, Daniel, merci pour la question. En fait, ce qu'on m'a dit le plus sur le terrain pendant cette campagne électorale-là, c'est que c'est vraiment difficile pour les gens de la circonscription de Berthier d'accéder à des médecins de famille puis à des soins de santé de proximité. Puis moi, je suis scandalisée de voir qu'encore cette année, les libéraux promettent un médecin de famille pour tout le monde, puis que la CAQ avait fait la même affaire en 2018 puis qu'ils ont renoncé. Je pense que c'est la promesse la plus brisée depuis le prolongement de la ligne bleue du métro. Là. Ça fait 20 ans qu'on nous promet ça, toutes les partis confondus, sauf Québec solidaire, évidemment, puis ça n'a jamais été réalisé. Moi, je pense qu'ils n'ont pas pris le problème du bon bord. Ce qu'on a besoin dans notre système de santé, c'est une première ligne forte, qui ne soit pas l'hôpital ou le médecin de famille, justement. Il va falloir repenser notre système de santé pour que quand on a un petit ou un gros bobo, ce ne soit pas à l'urgence qu'on soit invité d'aller, mais ce soit dans notre CLSC local.
où il pourrait avoir des suivis de dossiers plus proches des gens, puis où il devrait y avoir des équipes multidisciplinaires qui peuvent accueillir et donner le bon soin au bon moment par le bon professionnel de la santé. Fait que ce soit une infirmière, une préposée, un nutritionniste, un psychologue, un sexologue, peu importe c'est quoi le besoin. Si c'est un médecin, il y aura des médecins dans les CLSC, mais il faut diversifier les services qu'on donne dans nos institutions locales qu'on a déjà. Dans les années 70, le but, c'était, quand on a créé les CLST, c'était des ouvrir 24/7, puis d'avoir des équipes multidisciplinaires dans ces institutions publiques-là. Puis ça s'est jamais réalisé. Puis moi, quand je parle de ça aux gens sur le terrain, ils me disent « Ah ouais, c'est vrai, hein, les CLSC 24/7, ça aurait donc changé notre vie. » Fait que nous, à Québec solidaire, on propose de revenir à ce modèle-là, d'investir massivement pour ramener des professionnels dans le réseau public, puis revaloriser cette institution qui est le CLSC. Peut-être qu'éventuellement, ça va permettre d'avoir un médecin de famille pour tout le monde si on dégage les médecins de certains actes médicaux qui peuvent être accomplis par d'autres professionnels de la santé, puis qui se concentrent sur des tâches qui devraient être réservées à des médecins. Fait que nous, on a une vision de la santé qui est globale, qui est humaine, qui est proche des gens. Puis pour les gens de Berthier, je pense que ça ferait une énorme différence que d'avoir un CLSC qui n'est pas juste ouvert de 9 à 5, puis dont on sait à peu près pas c'est quoi les services, à part des prélèvements sanguins. Fait à Berthier, à Saint-Jean-de-Mata, à Saint-Michel-des-Saints, on a des CLSC. Si on pouvait travailler ensemble pour les rendre accessibles à la population, je pense qu'on aurait déjà un système de santé beaucoup plus efficace. Madame Drainville a par la suite parlé de la relation avec les Atikamekw en cette journée nationale de la réconciliation. Je te relance sur un autre sujet aussi. Demain, c'est la journée de la réconciliation. Bon, je sais que tu es proche, on pourrait dire que tu es sensible aux revendications des Atikamekw et tout au niveau de Manawan. Hier, c'était une veillée pour Joyce et Saquan. Qu'est-ce que tu penses de ça et à quoi tu penses qu'une journée comme ça peut servir? Bien, d'abord, je pense que je vais diriger toutes mes pensées vers Carole Dubé et sa famille. Donc, la famille Echaquan Dubé, toute la communauté Atikamekw de Manawan et de Joliette. C'est inconcevable qu'est-ce qui est arrivé à Joyce. Hier, je suis allée au Centre d'amitié autochtone de la Naudière pour me recueillir avec les Atikamekw puis leurs alliés. Puis on a tous été encore envahis d'une grande tristesse face aux propos profondément racistes qui ont été prononcés juste avant le décès de Joyce. Joyce a été victime du racisme systémique et va falloir le nommer et le combattre. Donc, j'offre ma solidarité à toute la communauté Atikamekw et à toutes les Premières Nations au nom de Québec solidaire par rapport à ces événements tristes qui sont arrivés. Les propos que François Legault a tenus lors du premier débat des chefs étaient irrespectueux. C'est pas digne d'un premier ministre. Et Québec solidaire, on s'engage à travailler en collaboration de nation en nation avec les Atikamekw et arrêter ces propos colonialistes et complètement déconnectés de la réalité. Récemment, il y a un article qui est sorti en début de semaine, cette semaine, qui disait que la formation qui a été donnée aux professionnels de la santé à l'hôpital de Joliette, elle est datée, elle n'est pas connectée à ce qui est la vraie réalité des peuples autochtones aujourd'hui au Québec, puis à la vraie histoire telle qu'elle s'est réellement passée. On a droit à la vérité, on doit expliquer dans les cours, dans les formations, que ce soit au primaire ou au secondaire ou aux professionnels qui travaillent avec les peuples autochtones, la vraie information. Donc, il faut redoubler d'efforts. Puis nous, à Québec solidaire, un engagement qu'on prend, en plus de plusieurs qu'on a parlé durant la campagne, c'est de faire du 30 septembre, qui est la journée de demain, Vérité et Réconciliation, un jour férié, pour qu'on puisse prendre le temps de se recueillir puis de penser à comment on peut travailler de nation en nation. Donc, pour Vérité et Réconciliation, je vais faire une publication demain avec le chandail que je suis allée chercher hier au Centre d'amitié, Chaque enfant compte. Il faut se souvenir
des enfants qui ont été maltraités, puis qui sont décédés dans les pensionnats, qui ont été arrachés à leur famille. Il faut se souvenir des femmes autochtones disparues et assassinées. Puis il faut faire exactement le contraire de ce que la CAQ fait présentement. Puis nous, à Québec solidaire, c'est ce qu'on s'engage à faire. Et par rapport à Joyce, dernier mot peut-être, pour nous, ça a toujours été clair à Québec solidaire que la sécurisation culturelle dans nos services publics, c'est fondamental. Et on va adopter le principe de Joyce qui vise justement à faciliter la vie des Atikamekw et de tous les peuples autochtones qui fréquentent nos services publics quand ils entrent dans le système. Pour Mme Drainville, il s'agit d'une première campagne électorale. Elle dresse un bilan de cette première campagne électorale dans Berthier pour elle. Et je te dirais, je ne vais pas dire une note plus joyeuse, mais pour terminer, peux-tu nous faire un bilan de ta campagne? Comment tu as vécu ça? Une première campagne, toi, là, parce qu'on sait que tu as participé à beaucoup de choses, tu t'es beaucoup impliqué, mais là, tu l'as vécu, là, c'est toi qui as vécu ça. Peux-tu nous parler un petit peu de comment tu as trouvé ça? C'est quoi ton bilan, là? C'est quoi ton appréciation? Un vrai feu roulant. Je l'avais vécu un peu en 2018, plus en arrière des rideaux. Puis c'était le même constat, mais là, je pense que ça a été 2 fois plus intense pour moi comme campagne. Mais ce que je retiens surtout, à part le fait que c'est intensif puis assez demandant, physiquement, psychologiquement, d'être toujours alerte, puis partout sur le terrain en même temps, ce que je retiens, c'est vraiment la fierté d'avoir mené cette campagne-là rassembleuse, positive, d'avoir eu autant de bénévoles qui se sont mobilisés autour de Québec solidaire dans Berthier. C'était la plus grosse campagne qu'on a jamais menée. Il n'y a jamais eu autant de bénévoles. On a quadruplé notre membership. Peut-être qu'on va bientôt atteindre le quintuplé. On a atteint tous nos objectifs en termes de chiffres, qu'on pourra peut-être parler éventuellement, mais là, pas maintenant. On va attendre de voir les résultats du 3 octobre. Mais ce que ça nous indique présentement, là, les chiffres qu'on a, que ce soit au niveau national, le dernier sondage, on était à 21% des intentions de vote. Puis au niveau local, on a certaines indications qui nous montrent que c'est clairement une bataille entre la CAQ et Québec solidaire, puis qu'on pourrait se faufiler. Nous, on garde espoir jusqu'à la fin, puis on travaille fort surtout. Avec le bilan, moi, que je fais de cette campagne-là, c'est une campagne positive, c'est une campagne audacieuse, c'est une campagne rassembleuse. Puis je suis fière d'avoir mené ça. On avait la meilleure équipe qu'on pouvait pas avoir sur le terrain. Je veux les remercier. Je suis vraiment fière du travail qu'on a accompli ensemble. Puis je vais inviter les gens de Berthier à aller aux urnes lundi, le 3 octobre. C'est la dernière chance que vous avez de vous prononcer. C'est la chance qu'on a de choisir un gouvernement qui veut retrouver le Québec des grands projets de société, faire la transition écologique, avoir le pays le plus vert et le plus juste au monde, créer une grande alliance intergénérationnelle pour retrouver ce Québec qui veut rayonner. Donc, j'invite tout le monde à aller aux urnes et les jeunes en particulier. Il faut convaincre vos grands-parents aussi que Québec solidaire, c'est vraiment l'alternative dont on a besoin. Donc, voilà, c'est là qu'on est rendu. Puis, Il te reste 3 dodos, puis tu vas vivre la dernière journée, la journée du vote, là, ça va être intense aussi. Oui, puis on va vivre ça au club de golf de Berthier avec toute l'équipe à partir de 20h au local du club de golf, là, avec un petit peu de rafraîchissement pour célébrer toutes les victoires solidaires qu'il va y avoir partout sur le terrain. Parfait. Après cette grosse journée de sortie de vote. Je te remercie. Merci, Daniel. Quelques petits rappels maintenant concernant l'élection de lundi. Dans le comté de Berthier, la population est de 71 160. Le nombre d'électeurs et d'électrices inscrits, 62 354. On rappelle que c'est un grand territoire le comté de Berthier, qui s'étend du fleuve à aller complètement au nord, à la Manoine. Donc, on parle d'une superficie de 10 277 km². La densité de population, soit le nombre de personnes au kilomètre carré,
est de 6,92. Donc, beaucoup d'espace et peu de gens. On rappelle le nom des candidats en liste. Il y en a 6 dans le comté de Berthier. Hassan Abdallah représente le Parti libéral du Québec. On l'a vu dans aucune activité, aucune entrevue. Seules des affiches sur quelques poteaux. Donc, c'est un candidat absent lors de cette élection. Climat Québec est représenté par Claire Aubin. On vient de l'entendre sur nos ondes. Le Parti québécois a désigné Julie Boucher pour la représenter dans Berthier. Québec solidaire aura comme représentante Amélie Drainville. Le Parti conservateur du Québec a désigné, donc l'équipe Éric Duhem, a désigné Benoît Pruneau. Je me reprends. Benoît Primo, voilà. Benoît Primo, qui est le candidat du Parti conservateur. Et la coalition Avenir Québec, l'équipe François Legault, eh bien, demande à Caroline Proulx de poursuivre sa mission dans Berthier. On rappelle que Mme Proulx est aussi ministre dans le présent gouvernement. Au niveau statistique, si on peut dire, ou prédictions, on donne sur le site Québec 125 qui analyse les différents sondages, on donne la CAQ gagnante. Évidemment, il peut se passer, c'est lorsque les gens votent qu'on a le vrai chiffre, mais l'analyse des sondages donne la CAQ de façon très forte à plus de 50% des intentions de vote. Le Parti québécois est en hausse depuis quelques jours à 22%. La marge d'erreur des sondages analysés de plus ou moins 6% en ce qui concerne le Parti québécois. Pour la CAQ, on parlait de 8%, plus ou moins 8%. C'est 51%, plus ou moins 8%. Au troisième rang viendrait Québec solidaire à 13%, plus ou moins 4%. Le Parti conservateur du Québec stagne un peu à 4 à 10%, plus ou moins 4%. Et comme on l'a mentionné tantôt, aussi dans les sondages, le Parti libéral du Québec est pratiquement absent avec 3% des intentions de vote, plus ou moins 2%. Donc, on vous rappelle évidemment que c'est bientôt le temps de faire le vrai choix. On ne parle plus de sondage, on parle de vote dans les bureaux de scrutin à ce moment-là. Parlant des bureaux de scrutin, on vous donne de l'information. Où se situe-t-il? On vous le rappelle, à Berthierville. L'école Pierre de Lestage, ça va se dérouler à la cafétéria. L'école Pierre de Lestage, sur la rue Pierre de Lestage à Berthierville. C'est un lieu accessible, bien sûr. Et on rappelle que le vote lundi, le 3 octobre, se fera entre 9h30 et 20h le soir. Donc, à Berthierville, école Pierre de Lestage, à la cafétéria. À Sainte-Geneviève de Berthier, les gens de Sainte-Geneviève iront voter à l'école Chemin du Roi. C'est le pavillon Saint-Joseph sur la rue Saint-Viateur à Berthierville. Également un lieu accessible et c'est entre 9h30 et 20h aussi. Lanoraie maintenant, les gens iront voter à l'école de la Source. C'est au gymnase de l'école. Entre 9h30 et 20h également. Tous ces lieux-là sont bien sûr accessibles aux personnes handicapées. Île-du-Pas maintenant, le centre communautaire de l'Île-du-Pas recevra, qui est situé sur la rue de l'Église, dans la municipalité, recevra les électeurs de la municipalité entre 9h30 et 20h. Ça s'ajoute là pour les gens de l'Île-du-Pas. Finalement, à Saint-Ignace, les gens de l'île Saint-Ignace iront voter à l'école de l'île Saint-Ignace, plus précisément dans le gymnase de cette école, évidemment, et comme pour tous les bureaux de vote, ce dernier sera ouvert entre 9h30 et 20h.
On a beaucoup vu les candidats se promener pendant la campagne électorale, sauf le Parti libéral, on l'a dit. Donc, les gens se sont promenés et ont beaucoup participé à des petites activités, des fêtes, des organisations citoyennes, des réunions politiques. Ça s'est promené un peu partout, chacun des candidats, de gauche à droite, de haut en bas du comté. Mais il y a eu, si on peut dire, une seule occasion vraiment de croiser le fer, et ce fut lors du seul débat tenu dans le comté. C'est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. On vous présente la déclaration finale de chacun des candidats lors de cet événement. Dans l'ordre, Caroline Proulx, Benoît Primeau, Julie Boucher, Amélie Drainville, un après l'autre, les 4 principaux candidats qui étaient présents à ce débat. Donc, ont pris la parole pour clôturer l'événement. On les écoute un après l'autre. Bien, en conclusion, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va continuer de travailler, donner accès à tous les Québécois, un professionnel de la santé, un médecin, une infirmière, un thérapeute en santé mentale, un pharmacien. On va vous permettre de rester chez vous, ici, dans Berthier, dans votre maison, puis de recevoir les soins dont vous avez besoin pour une convalescence dans le confort de votre foyer. On a été les premiers à mettre de l'argent dans les poches des Québécois, puis on va continuer. Il y a des baisses d'impôts, des gels de tarifs, ne serait-ce que ceux d'Hydro-Québec. Contrairement aux taxes oranges de Québec solidaire, nous, on va continuer de s'occuper de votre portefeuille. L'éducation demeure la priorité. Le concept des écoles pour donner le goût d'apprendre. On est le premier gouvernement, je le répète, qui a donné un programme national de tutorat. On va aider nos enfants à s'assurer de leur succès à l'école parce que contrairement à l'équipe du PCQ, l'école, c'est pas à la maison que ça doit se passer. On va redresser le réseau des CPE avec 37 000 places d'ici 2025. On va protéger la langue, on va protéger notre culture. On va avoir une agriculture qui va être durable, qui va être responsable, la promotion de l'achat local. On va continuer d'encourager nos agriculteurs puis s'assurer d'une autonomie alimentaire ici au Québec. On va construire des logements abordables. On parle de près de 12 000 nouveaux logements dans le prochain mandat. Puis on va continuer de travailler pour l'ensemble des Québécois, pour une nation qui va être plus riche, qui est plus équitable, qui est plus verte, qui est plus durable. Nous, c'est avec vous qu'on veut continuer de travailler. Puis dans Berthier, être votre représentante, contrairement à ce que certains pourraient prétendre, représentant de la circonscription de Berthier pour défendre les intérêts des citoyens de la circonscription. Le PCQ, c'est un nouvel acteur dans cette élection-ci. Le gouvernement, c'est pas la solution à tous les problèmes de la société. C'est exactement la position du PCQ. Au-delà de nos exigences politiques, on peut tous convenir que le modèle actuel ne convient tout simplement plus à la population. Il y a besoin d'être réparé, il y a besoin d'être rénové, carrément remplacé. On va commencer par baisser les impôts de tous les contribuables. On va suspendre la taxe sur l'essence. On va cesser de taxer les biens usagés comme les automobiles. On va augmenter le crédit d'impôt pour les travailleurs de 60 ans et plus. On va diminuer progressivement la taxe sur la masse salariale pour les entreprises, les commerces. On va mettre fin, une fois pour toutes, au monopole public en santé qui nous coûte 1 milliard par semaine, puis on va permettre au privé de donner des soins tout en préservant l'universalité des services. On va donner plus de liberté aux gens, plus de liberté aux parents pour le choix d'un service de garde, plus de liberté aux parents et aux enfants pour le choix d'une école. On va donner plus de choix aussi au niveau des soins à domicile pour nos aînés. Et on va on va mettre en place un gros chantier d'allègement de la bureaucratie et de la réglementation au Québec. Je pense que les proprios et dirigeants d'entreprises et de commerce savent de quoi je parle. On est enseveli par la paperasse. Il est temps qu'on allège tout ça. On va entretenir et bonifier notre réseau routier ici dans le comté de Berthier. Je pense qu'on a vraiment besoin d'amour. Et en terminant, je vous pose la question. Qui au Québec et qui dans la circonscription de Berthier
s'opposerait à de telles propositions. On peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux en étant tous libres chez nous. Merci. En fait, écoutez, en conclusion, moi, je vois tout le monde en train de faire des promesses, tout ça. Je vais y participer aussi, mais je tiens à dire que si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'ai envie d'être au contact des gens, j'ai envie d'aider les acteurs sur le terrain. Donc, je vois que le nombre de besoins qu'on a, le Parti québécois veut vraiment redonner aux régions, donc redonner le plein pouvoir possible aux régions, aux acteurs, aux municipalités qui sont sur le terrain pour pouvoir décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire avec l'argent. Ça, c'est pour les infrastructures, mais c'est comme ça aussi pour, je vous dirais, les écoles, les centres de services scolaires qu'on nous a mis en place au lieu des commissions scolaires n'ont pas été si concluants. Donc, moi, comme étant enseignante de formation là, de français au secondaire, j'ai des amis qui me rapportent que c'est difficile de pouvoir agir sur le terrain quand c'est sur le terrain que tu sais ce que tu dois faire. Donc, on perd du temps à devoir aller à la source en haut dans la pyramide. Donc, il faut avoir plus de confiance en nos acteurs. Moi, si je suis devant vous, c'est parce que je veux être proche de vous comme députée. Je veux protéger notre français et je vais être sur le terrain. Puis le français, le Parti québécois, c'est le seul à le protéger, à vouloir freiner le déclin. C'est notre identité, c'est notre culture. Donc, notre culture aussi, il faut donner un bon coup de barre pour la conserver. Pour notre agriculture, Berthier est agricole, on le sait quand même vraiment beaucoup. On veut développer une véritable indépendance alimentaire. On veut donner à nos institutions l'obligation de fournir de la nourriture 100% Québec. Donc, ça, on parle des hôpitaux, on parle des institutions, des écoles. On veut avoir vraiment la pleine autonomie de notre... On l'a vu comment c'était important depuis les dernières années, encourager l'achat local tout en accompagnant le virage vert de nos entrepreneurs agricoles. Pour nous, la vraie liberté au Parti québécois, c'est d'être libre dans notre pays. Donc, c'est ça pour moi et pour le Parti québécois, la vraie liberté. Je sais qu'il y en a ici dans Berthier qui l'ont encore dans leur cœur, ce projet-là, le seul qui est véritablement porté par le Parti québécois. Donc, c'est ce qu'on a pour l'avenir, pour nos enfants. Ça va prendre un coup de barre pour nos institutions, pour nos systèmes, mais pour avoir véritablement un Québec, un pays du Québec vert qui répond aux demandes du GIEC et qui répond à Coop... à la demande du GIEC, et on veut s'enligner vers ça. Et le Parti québécois veut redonner la vraie fierté aux Québécois parce qu'on est capable, en travaillant ensemble, d'améliorer les choses. Et ça, je le sais pour l'avoir vécu déjà sur le terrain. Donc, voilà. L'alternative à la CAQ, c'est Québec solidaire. Puis j'accueille avec bonheur les tirs croisés envers nos propositions. Ça veut dire que nos idées dérangent, ça veut dire qu'on dérange le statu quo, ça veut dire qu'on est véritablement l'alternative et le prochain gouvernement en attente. Nous, à Québec solidaire, on a choisi notre camp, celui de la classe moyenne puis des gens vulnérables. Je veux être pour vous une députée présente et à l'écoute, puis je suis prête à amener vos préoccupations à l'Assemblée nationale. Je veux être la députée de tout le monde. On est rendu à un moment où il faut aligner nos uns avec les trous. Il faut savoir qui veut perpétuer le statu quo puis nous maintenir dans un système qui va droit dans le mur. Moi, ce que je propose aux gens de Berthier, c'est 3 000 nouveaux logements sociaux dans la Naudière. C'est des CLSC ouverts 24/7. C'est plus de soins à domicile. C'est de nationaliser nos CHSLD privés. C'est une assurance dentaire publique pour tout le monde. C'est du transport collectif. C'est rembourser la certification biologique puis accompagner nos productrices et nos producteurs agricoles vers une transition. La CAQ veut continuer. Nous autres, à Québec solidaire, on veut changer d'air. Berthier a besoin d'une députée écologiste en 2022 parce qu'on le sait que c'est l'élection de la dernière chance pour l'environnement. La Naudière a besoin d'une députée solidaire pour avoir une voix forte pour la région à l'Assemblée nationale. Les gens l'ont vu avec ma collègue Émilie Zessard-Terrien à Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui est soudainement devenue la députée de l'Abitibi-Témiscamingue au complet. Nous, les députés solidaires, on sait ce qu'il faut faire, c'est défendre la santé de notre monde puis de notre environnement sans plier les genoux devant les industries polluantes comme la fonderie Horn. Je tolère pas les injustices. Qu'on n'ait pas accès à des médecins de famille ici dans Berthier, c'est un scandale.
qu'on ne s'attaque pas à la crise du logement, que nos femmes ne puissent pas retourner travailler parce qu'ils n'ont pas de place en CPE. J'ai juste 25 ans, puis ça fait déjà 6 ans que je me bats pour un avenir digne puis un environnement sain. Je vais travailler avec tous ceux et toutes celles qui veulent qu'on avance ensemble pour lutter contre les changements climatiques et les inégalités sociales, puis la qualité de vie de nos aînés. J'ai toujours travaillé en équipe, puis le mouvement de solidaire est prêt à grandir avec tout le monde qui veut retrouver le Québec des grands projets. Par contre, je vais m'opposer à quiconque nous fera reculer alors qu'il y a urgence et que les crises nous pendent au bout du nez. Je vais me battre pour vous et avec vous. En 2018, les gens nous présentaient comme des irréalistes. En 2022, tous les autres partis sont venus piger dans notre programme pour construire le leur. Ça en dit long. Vous avez le choix entre l'original ou la copie. Les irréalistes, c'est évident que c'est la CAQ qui n'a même pas les mots changement climatique dans son cadre financier. Les gens de Berthier, les Québécois sont orphelins de projets de société. Nous, à Québec solidaire, on est là pour vous en proposer un. On n'est pas condamné à un deuxième mandat de la CAQ. On peut élire une députée écologiste et solidaire ici dans Berthier. Bonjour, je me présente Jean Lato. Ça fait 60 ans, moins de 40 ans que je travaille dans le public. J'ai un message à faire à tous les clients qui ont été bien servis par moi. C'est à votre tour d'avoir un service de voter pour ma nièce Anne-Marie Drainville pour QS, Québec solidaire. Et en passant, ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a pas de jeunes qui se présentent. Il y en a une, profitons-en, on va l'aider. Merci beaucoup. Ensemble, gagnons Berthier! Bonjour, je m'appelle Éric Boudry, je suis musicien, mais aussi enseignant. Et je suis ici pour appuyer la candidature et la campagne électorale, surtout d'Amélie Drainville, dans Berthier, pour QS. Évidemment, mon cœur est à gauche, mon cœur est pour l'environnement, mon cœur est pour la liberté d'être et la liberté d'expression, évidemment. Puis on sera ici pour célébrer la victoire octobre prochain. Ensemble, gagnons Berthier. Voici les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. 30 septembre, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Raymond Bourgeois, l'abbé Raymond Bourgeois et Monique Lessard. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Louis Marchand. 1er octobre, donc beaucoup de fêtes à souligner. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jacques Pamphili, à Normand Lebrun et à Richard Latour. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Léona Tremblay et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Dany Leblanc et à Louisette Étier. 2 octobre, la FADOC souhaite bonne fête à Joanne Vincent et les filles d'Isabelle à Édith Guertin. Voilà, beaucoup d'activités sont prévues ce week-end. Tout d'abord, on parle de la première édition de la course familiale aux 80. C'est organisé par la Maison de la Famille dans le cadre du 350e anniversaire de Berthier. À 10h et 10h30, il y aura 2 départs pour le 3,5 km. Ça débute au Parc Sainte-Geneviève à Berthier. Le premier départ à 11h pour le 350 mètres. L'accueil sur place dès 9h30 le matin. Médaille remis au coureur. Le prix 5 $ par personne qui s'inscriront à cette course. La première édition de la course familiale aux 4 vents, samedi 1er octobre. Le Grand Prix des Îles est de retour pour 2 jours, 1er et 2 octobre. Donc, une compétition importante dans les îles au niveau de sport motorisé. On va passer... Comme tu parles dans ton titre, dans ton show, toi, ta passion, c'est l'aviation, c'est toutes les... On allait dire toutes les bébelles qui volent, parce qu'on est d'accord avec ça. L'aviation au sens large. L'aviation au sens large et tout ça. Et tu veux faire découvrir ça aux gens, cette passion-là. En 2017, tu avais fait justement, on pourrait dire, une fin de semaine justement de festival et tout. Et là, ça revient vraiment pour grand public cette année, là, après 2 ans de pandémie, après tout. Hein. Voilà, là on fête vraiment notre 5e année d'ouverture. C'est un événement. Vite. Oui, ça va vite. Et donc là, on veut faire un événement ouvert au public pour faire connaître l'aviation, mais toutes les facettes de l'aviation. Alors il y a pas mal de nouveautés cette année, puis on a des performances assez... Oui, ou des performances uniques et tout. Donc,
Les gens vont pouvoir venir voir des avions, une exposition d'avions. De qu'est-ce que j'ai compris aussi, il va y avoir des montgolfières, si la température le permet. C'est bien ça, des tours de montgolfières? Oui, c'est ça. Donc les grandes nouveautés cette année, c'est les montgolfières et aussi ce qui est des Skyhawk. Oui, c'est quoi ça exactement? C'est des parachutes, hein, c'est ça? C'est des parachutistes, c'est les forces armées canadiennes qui ont une équipe d'élite de parachutistes et qui font des démonstrations. Alors habituellement, ces démonstrations, on les voit uniquement dans les très grandes villes, Montréal, Toronto. Ouais. Donc on est vraiment très privilégiés d'avoir ça à Saint-Pierre. Comment tu fais pour avoir ça? En fait, c'est grâce à plusieurs bénévoles qui s'impliquent, qui ont été demandés à l'armée s'ils accepteraient. Et puis, ils ont fait un beau geste, étant donné qu'on s'entend qu'on n'est pas Montréal, on n'est pas Vancouver. Oui, mais c'est ça, c'est impressionnant de les avoir ici. On a réussi à les avoir, et puis ça va nous permettre surtout d'avoir une proximité avec ces personnes-là. Et ces militaires-là, tu me dis que c'est une équipe d'élite, ils ne font que de la démonstration ou ils sont en service aussi et ils participent à des manœuvres. Est-ce qu'on peut les voir, est-ce qu'ils sont en fonction aussi, ou c'est comme un peu des snowbirds, ou c'est quoi le même principe? C'est le même principe que les snowbirds. Donc c'est des militaires actifs qui font partie pendant une période de temps de ces troupes de démonstration et qui permettent de montrer un petit peu les performances et puis de faire en même temps rêver puis de voir des spectacles. C'est impressionnant là, quand tu les vois descendre avec leur parachute 3, 4 ensemble et tout. C'est risqué là. Ils risquent leur vie. C'est une adrénaline de faire ça. Oui, c'est des démonstrations qui ne sont pas données aux novices. C'est pour ça que c'est des personnes d'élite qui font ça et puis pas monsieur et madame tout le monde. Donc ça va être un beau spectacle à voir. Et ça va être quand ce spectacle-là? Ça va être une représentation le samedi à 14h. OK. Beau temps, mauvais temps, qu'il fasse beau. Beau temps, mauvais temps, c'est sûr que nous, il y a une seule date. Si jamais il fait trop mauvais, ça n'aura juste pas lieu, mais on va espérer que la météo sera de notre Tu vas avoir beaucoup d'amis, de personnes qui vont venir, qui vont arriver en avion. C'est ça que tu veux aussi. Là. Les gens arrivent avec des avions, il y a des comment je peux dire ça, des appareils plus originaux. Là. Je sais que tu en as acquis un cette année là, qui a l'air assez spécial. Là. Oui. Le nouveau qu'on a vu là, sur tes Facebook et tout. Il y a différents types d'appareils. C'est ça, on a plusieurs écoles de pilotage d'ici et d'ailleurs qui vont être présentes, qui vont montrer leurs machines. Nous, on va aussi avoir nos machines dans l'exposition. Puis l'avantage, c'est que les gens ils vont pouvoir venir s'asseoir dedans, essayer, parler avec les instructeurs, parler avec les pilotes. Faire des tours? Les tours, on a des tours d'hélicoptère et on a les tours de montgolfières. OK. Donc ça, il y a quelques places pour les montgolfières, je pense qu'il reste 4-5 places. Donc, il faut s'inscrire. C'est ça, il faut nous contacter et puis nous, on met en lien avec les pilotes parce que c'est pas nous qui faisons les tours, c'est vraiment les pilotes eux-mêmes. Okay. Nous, on est juste un intermédiaire pour faciliter l'accès à la personne. Parce qu'il faut penser que les montgolfières, c'est soit le matin de bonne heure ou soit le soir au coucher du soleil à cause de la pression, hein, je crois. Oui, c'est des raisons de température. Hein? En fait, plus on est proche du lever du soleil ou du coucher du soleil, puis plus la météo va être calme. Donc c'est sûr que les montgolfières, ils ne peuvent pas contrôler où ils vont là où le vent les amène, donc il faut une très belle météo. Alors c'est pour ça que c'est le matin 6h30 les envolées, puis le soir 16h30, donc c'est les deux plages horaires. Donc tu invites tout le monde à venir, c'est le samedi et le dimanche, oui, c'est bien ça, le 30 et le 1er octobre. On commence le vendredi 30. OK. Ça se poursuit le samedi 1er octobre, c'est là où il y aura le plus gros d'activités, et on termine en douceur le dimanche 2 octobre. Ah, c'est très bien. Et en termes de nourriture, comme tu me disais, tu as la crêperie qui va être disponible. Oui, c'est ça. On a la crêperie sur place, donc ça va être une occasion de découvrir un petit peu
On vous invite dimanche, donc, c'était le reportage, ULM Québec, son festival, dimanche 2 octobre, 14h, Saint-Cuthbert. C'est un rendez-vous. Passons maintenant aux Journées de la culture. Il y a 3 événements chez nous. Célébrons notre chanson par le Club des loisirs de l'île du Pas, samedi de 13h à 19h à l'église de la Visitation à l'île du Pas. Samedi également, Rive et chansons, organisé par la municipalité de Saint-Norbert, de 14h à 15h. Jean-Pierre Gagnon présentera son dernier album, donc inspiré de l'histoire de la géographie lanaudoise. C'est à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, rue principale, 14h à 15h. Et les Cageux en lumière par la Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent, de 10h30 à 11h30, de 13h à 14h20 et de 15h à 16h20. C'est à Lanoraie, donc une exposition au 383 rue Notre-Dame à Lanoraie. On regarde un extrait d'une entrevue à ce sujet. Donc, on invite les gens à venir vous visiter. C'est les Journées de la culture le 1er et 2 octobre. Peux-tu nous en parler un petit peu, Alexandre? Qu'est-ce qu'on va avoir quand ça va être ici? Bien, en fait, on fait la visite de notre petit musée, à peu près de 45 minutes, et on présente un film, Les Cageux, Le Vieux Prince et L'écume de l'enfer, qui est un film qui a été produit par l'ONF, auquel on a participé vivement. Donc ça, c'est une 19 minutes. Et aussi, on présente un film sur la reconstitution d'une cage, d'un radeau, pas d'une cage, en fait, la cage, c'est grand, d'un radeau qui est à l'extérieur ici. Donc, on présente la reconstitution sur film, le processus, et à la fin, on va voir notre radeau qui est à l'arrière de la maison, dans notre propriété. Et vous êtes ouvert? On est ouvert toute la journée. On fait des visites guidées, donc on parle le matin 10h30, puis l'après-midi, donc on parle d'1 heure et 3 heures. Donc là, on accompagne. C'est tellement plus intéressant parce que les images parlent, mais là, on en parle plus. Oui, c'est ça. Vous êtes des bons médiateurs, de vous transmettez votre passion. Et est-ce qu'on doit réserver si on veut avoir les visites? Est-ce que vous conseillez pour cette fin de semaine-là qu'on vous appelle, qu'on vous contacte? On vous invite à aller visiter maisondescageux.com. Vous pouvez réserver, mais si vous voulez faire ça d'une façon plus spontanée le matin, soyez les bienvenus. C'est ça, les Journées de la culture, c'est dire « Hey, on a envie en famille de partir à l'aventure, vous êtes bienvenus. » Et découvrir un nouveau site à Lanoraie. On va vous souhaiter longue vie. Je sais que c'est votre première année. Je pense que vous avez bien vécu votre transition et votre implantation dans Lanoraie et tout. Là. Mais on va vous souhaiter longue vie puis continuer vos beaux projets. Il faut dire que les visites se font en fait en groupe maintenant. Donc, si les gens sont intéressés, un groupe de 5 ou 6... de façon privée. Oui, c'est ça. On accommode pendant l'année ces visites. Bon, ben, c'est merveilleux. Puis, longue vie. On se reparlera au printemps prochain avec vos nouvelles expositions et vos nouveaux projets. On vous attend impatiemment. Merci. Plaisir. Et bienvenue à la Maison des Cageux. Information que nous venons tout juste de recevoir du ministère des Transports du Québec. Les travaux de reconstruction du pont situé sur la rue Montcalm au-dessus de la rivière Bayonne à Berthierville s'achèvent. Il est actuellement prévu qu'il se termine le 7 octobre prochain. Le ministère nous mentionne ne pas encore avoir déterminé s'il allait souligner de façon particulière la réouverture du pont. Rappelons que les travaux de construction ont débuté en novembre 2021 et ont repris au printemps 2022 après la pause hivernale. Donc le pont, 7 octobre, devrait réouvrir à Berthierville, rue Montcalm. Voilà. Passons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 28 septembre à l'âge de 80 ans est décédé M. Yvon Pigeon, époux de feu Nicole Bertrand, demeurant à Saint-Barthélemy. La défunte laisse dans le deuil ses enfants, Joanne Pigeon, Yves Gravel, Sylvain Pigeon, Pascal Maillé, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs,
Pierre, Claude, Marcel et Gaétane Pigeon. Raymond Bertrand, Monique Laforce, Céline Bertrand, Normand Laberge. Bernadette Aubu, feu Bernard Bertrand. Jean-Paul Lafont, feu Jacqueline Bertrand, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille ne sera pas exposée, une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 21 septembre, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Jocelyne Champagne, épouse de Denis Filot, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa fille Caroline. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Audrey Filot, Sylvain Saint-Yves, sa petite-fille Amie Filot-Rebman, Jean-Christophe Blain, son arrière-petite-fille Mia Filot-Blain, ses frères, ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères, Jacques Champagne, Lise Grignon, Richard Caméère, feu Lise Champagne, Régent Champagne, Sylvie Champagne, Gilles Blais, Denis Champagne, Jean-Marc Lapointe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité au columbarium de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 septembre, à 55 ans, est décédée Mme Lucie Pierrette Larose, épouse de Daniel Potvin, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Patricia, Natacha, Régis Beaulieu, ses petits-enfants Zachary et Michael, sa belle-mère Lise Brazeau, feu Roger Potvin, sa sœur de cœur Mélanie et son conjoint Yvon, ses frères, sa sœur Yves, Fernand, Martin et Germaine Larose, sa belle-fille Sabrina, sa belle-sœur Nathalie Bombardier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 1er octobre dès 12h30 au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole au complexe à 14h30. Entouré des siens au CIUS de Trois-Rivières, le 22 septembre, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Daniel Bellemare, époux de Carole Massé, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Maxime Bellemare, Valérie Joly, Simon Bellemare, Andréane Sirène, ses petits-enfants Antoine, Nathan, Eva et Livia, son père Réal Bellemare, feu Jacqueline Lagacé, et sa conjointe Gisèle Durand, son beau-père Cyrille Massé, feu Réjeanne Marchand, et son épouse Clémence Sarrazin, ses beaux-frères et ses belles-sœurs Marie-Claude Massé, Alain Manègre, Mario Massé, Joanne Paquin, ses neveux et sa nièce Frédéric Manègre, Alexandra Grenier, Sébastien Manègre, Myriam Charette et Ariane Massé, ainsi que plusieurs oncles, tantes, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CIUS de Trois-Rivières pour les bons soins prodigués à M. Bellemare. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons faits à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera samedi le 8 octobre dès 13h en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 14h. M. Daniel Bellemare sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 septembre, à 72 ans, est décédée Mme Fidelma Nardo, épouse de Michel Larose, demeurant à Saint-Cuthbert et native de l'Italie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Francis Maillot, Sylvain Maillot, son petit-fils Éloi Maillot, ses frères et ses sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. On est vendredi après-midi, ce sera un temps ensoleillé, une température de 17, un temps ressenti de 17. Vendredi soir, ce sera dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 10. Vendredi nuit, c'est passage nuageux, une température de 7, un temps ressenti de 6. Samedi matin, c'est un ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 7.
Samedi après-midi, c'est un ciel variable, une température de 17, un temps ressenti de 17. Samedi soir, c'est un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 12. Samedi nuit, ce sera un passage nuageux, une température de 5, un temps ressenti de